Pas plus que lors de la Confédération de 1867, notre bonhomme dans le tableau de Krigoff s'y retrouve. Après avoir vu ses droits abolis en 1840, les pouvoirs des élites reconnus en 1867, il se demande bien ce que la politique nationale pourrait lui proposer. En fait, ce peuple-là se sent livré à lui-même. Il ne sent ni représenté par la Grande-Bretagne, ni par le nouveau gouvernement fédéral canadien. Il va donc se réfugier. Après avoir, disait-on à l'époque, après avoir été abandonné par la mère patrie, la France, lors de la conquête, puis solidement rossé de coups lors de la rébellion patriote, puis de l'acte d'union par la Grande-Bretagne, le peuple québécois aurait trouvé en la Sainte Mère l'Église une mère réconfortante, caressante, indulgente, mais aussi étouffante, qui allait prendre sous son aile les destinées du peuple québécois. Bonjour. Pour la plupart des Québécois, l'histoire de l'Église catholique se résume à un monopole oppressant sur la vie sociale et culturelle, en gros, des origines de la colonie jusqu'à la Révolution tranquille. La réalité est plus nuancée et on peut plutôt parler de 5 grandes périodes pour décrire la place prise par l'Église catholique au Québec. La première période correspond certainement à celle des missions d'évangélisation auprès des Autochtones, de Jacques Cartier à 1660 environ. L'initiative est alors laissée à des ordres religieux missionnaires, notamment les Jésuites et les Récollets. Cela laisse beaucoup de place aux dévotions et aux initiatives personnelles. On pense par exemple aux martyrs canadiens et surtout à certaines femmes hors du commun qui contribuèrent beaucoup aux conversions, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance ou Marguerite Diouville notamment. À la période suivante, le gallicanisme consiste plutôt à accorder une grande place au roi de France dans la vie religieuse. La nomination des évêques ou certaines interdictions religieuses, par exemple, relèvent désormais de Sa Majesté. De 1660 jusqu'à la Révolution française, cette idéologie domine certainement au Québec, en particulier par le biais du puissant évêque de Québec, Monseigneur François de Laval, dont le rôle débordera largement sur la sphère politique, véritable bras religieux du roi Soleil Louis XIV. Si le gallicanisme affirme les prérogatives royales en matière religieuse, c'est tout le contraire à la période suivante avec l'ultramontanisme. À compter de 1840, triomphe au sein de l'Église la conviction que le spirituel doit l'emporter sur le temporel. Concrètement, que l'autorité du pape doit primer sur celle des pouvoirs publics. Cet intégrisme culmine au Québec vers 1870, sous la houlette du puissant évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Le Québec se couvre alors d'églises et surtout on assiste à la prolifération d'ordres religieux prêts à prendre d'assaut les services publics, l'éducation et la santé. À la période suivante, à compter de 1891, l'encyclique papale Rerum Novarum vise plutôt à mettre l'Église en phase avec la réalité moderne et industrielle pour fournir des réponses à la détresse de la classe ouvrière et à rapprocher l'Église du peuple. On fonde donc des organisations visant à encadrer la vie sociale au plus près, telles des jeunesses ouvrières catholiques, des jeunesses étudiantes catholiques, des syndicats d'obédience catholique et une myriade d'organisations paroissiales destinées à encadrer chaque facette de la vie du croyant engagé dans le tourbillon de la vie moderne. À compter de 1960, Vatican II est une initiative du pape réformiste Jean XXIII, à laquelle l'Église du Québec aura beaucoup de mal à s'adapter. La modernisation du culte et de la pastorale bouleverse les habitudes séculaires qui contribuent et beaucoup à fragiliser les bases historiques de l'Église qui doit en même temps faire face au vent de changement provoqué par la Révolution tranquille. J'appelle safe space cette notion-là d'un peuple, d'une Église qui aurait offert au Québec une bulle où il peut s'épanouir, rester fidèle à sa langue, ses usages, ses coutumes et se protéger de l'influence qu'on dit à l'époque délétère, là, toxique, que constitue la société anglo-protestante et le modèle capitaliste axé strictement sur l'enrichissement matériel. Au contraire, l'Église propose, elle, une espèce de sublimation morale où le peuple québécois serait un peuple aimé de Dieu, choyé en fait, et qui trouve dans la foi catholique et dans sa mission évangélique sa véritable voie dans l'histoire. Cette photo-là remarquable de 1910 représente le Congrès eucharistique de Montréal qui réunit à peu près tout le clergé catholique d'Amérique du Nord. Là. Regardez qui trône au milieu, c'est Monseigneur Bégin, là, archevêque de Montréal. On retrouve tout autour de lui là, la
la nomenclature cléricale. Et regardez, il y a un type ici à l'écart, un peu douteux, c'est le premier ministre du Canada, M. Wilfrid Laurier. C'est vous dire combien, au Québec en tout cas, la position de l'archevêque semble symboliquement bien plus grande que celle du chef de l'État fédéral canadien. S'il est bien une question fascinante à propos de l'histoire du Québec, c'est bien la place prépondérante que joue l'Église catholique dans la vie sociale, culturelle de cette société-là pendant un bon siècle, en gros, de l'acte d'union jusqu'à la Révolution tranquille. Disons d'abord que cette place-là n'est pas exceptionnelle. D'autres sociétés à la même époque trouvent dans l'Église, dans la foi, une valeur refuge importante. On a juste à penser au rôle que la confession religieuse joue en Irlande, par exemple, entre protestants et catholiques. Mais au Québec, donc, cette place-là, on doit néanmoins l'expliquer et la comprendre. La première, je pense que cette piste-là, on l'a déjà ébauchée, c'est le fait que l'Église devient un lieu de refuge au sentiment national. Écrasé lors de la rébellion patriote, le républicanisme, le libéralisme ne s'en remettra pas au Québec. Si bien que les élites cléricales et professionnelles vont se détourner d'un projet, disons, trop libéral ou démocratique pour se tourner davantage vers des valeurs traditionnelles, culturelles, y compris religieuses. Ce lieu de refuge-là, il permet en particulier d'assurer une vie sociale là, et nationale importante. Là. Le deuxième élément, justement, c'est que l'Église se hisse comme gardienne des valeurs nationales. C'est grâce à l'Église qu'on a su préserver la langue, la culture, les usages. En coupant le Québec du reste de l'Amérique du Nord, en entretenant la méfiance envers les anglo-protestants, l'Église aura incidemment contribué au maintien au Québec d'une société francophone vigoureuse, intense, et notamment très féconde au niveau démographique. On le sait avec tous les efforts que l'Église a mis afin que les Québécoises fassent beaucoup d'enfants. De la même manière, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est que l'Église offre aussi aux paroissiens un lieu de solidarité important. C'est-à-dire que, comprenons-nous bien, la religion, la foi sont en soi des sentiments qui nous mènent à comprendre, interpréter le message divin. Au Québec, cet aspect-là est beaucoup moins développé. Hein? Même si vos grands-parents, par exemple, croient encore beaucoup fermement en Dieu, en général, ils connaissent assez peu la Bible. Avez-vous vos grands-parents qui peuvent vous réciter des versets de la Bible? Pas du tout. La spiritualité développée au Québec jusqu'à la Révolution tranquille était d'abord une spiritualité que je dirais ritualisée. C'est-à-dire qu'elle était davantage axée sur des usages, des pratiques, des comportements, entretenait le sentiment grégaire, c'est-à-dire on faisait tout en groupe. Pensez par exemple, là, si vous interrogez vos grands-parents sur des pratiques religieuses, ils vont d'abord vous expliquer « Ah, le dimanche, on allait à la messe, on s'habillait propre, on regardait le voisin, on observait, quand à la messe, on se mettait à genoux, debout. » On ritualise beaucoup la pratique religieuse au Québec, beaucoup plus que d'approfondir le message des Écritures. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Église et la foi au Québec ont bien davantage joué un rôle régulateur. Hein, l'Église nous surveillait, nous encadrait et surtout, elle nous sécurisait dans des comportements traditionnels, ritualisés et coutumiers. En ce sens, la pratique catholique au Québec fut beaucoup plus une affaire d'encadrement que de conviction spirituelle en soi. Ce qui dénote le rôle social et culturel important qu'elle jouait dans cette société-là. Et ce qui explique aussi que quand elle s'est effondrée au moment de la Révolution tranquille, on est passé d'une des sociétés les plus croyantes de l'Occident à une des sociétés où on croit le moins en Dieu en l'espace de quelques années seulement, c'est notamment du fait que la spiritualité était peu développée dans le catholicisme québécois et que c'était plus une série de rituels et de pratiques donc qui ont perdu en somme un peu leur sens et leur pertinence. Dès lors, leur effondrement rapide au moment de la Révolution tranquille, de la laïcisation de l'État et de l'effondrement des valeurs catholiques en général dans la société. Enfin, et peut-être dirais-je surtout, ce qui explique l'attachement séculaire des Québécois à leur religion et à leur culture catholique, c'était qu'elle a permis momentanément de sublimer leur infériorité économique et sociale. Les Québécois francophones étaient marginalisés au sein de leur propre État, sans véritable
le pouvoir au niveau fédéral, sans surtout pouvoir dans l'économie, entretenant leur sous-qualification professionnelle, absents des universités, des métiers techniques, relégués à l'agriculture, puis à titre d'ouvriers non qualifiés. Dans les circonstances, comment accepter cette forme d'infériorité, sinon en la sublimant, c'est-à-dire en se projetant dans quelque chose de plus grand. Et c'est ce que l'Église proposait. Cette citation remarquable de Monseigneur Paquin donne un peu une idée de comment l'Église pouvait exalter l'infériorité économique. Notre mission est moins de manier des capitaux que de remuer des idées. Elle consiste moins à allumer le feu des usines qu'à entretenir et à faire rayonner au loin le foyer lumineux de la religion et de la pensée. Quelle belle manière de légitimer la pauvreté, de légitimer l'infériorité économique. Vous êtes pauvre, soit, et cela fait de vous les enfants chéris de Dieu, puisque vous avez mis de côté l'enrichissement matériel au profit d'une véritable quête spirituelle. En somme, l'Église valorise nos carences et en nous poussant à résister au changement. Plus nous demeurons fidèles à nos coutumes, à notre langue, à nos usages et surtout à notre foi, plus nous garderons cette place particulière auprès du Seigneur. Nous sommes pauvres, on pourra riposter, cela nous rapproche de Dieu. Résistons au changement et ainsi conserver la foi et la langue. Vous êtes ignorant, vous êtes exploité, bof, l'Église saura nous guider et nous protéger. Ainsi, remettez-vous-en à votre tutrice, c'est-à-dire l'Église, qui verra à préserver vos âmes et à préserver vos usages. Notre mission. Alors, que propose l'Église au plan économique et social? Bien sûr, ne vous engagez pas dans l'aventure industrielle et capitaliste. Bien sûr, résistez à l'attrait de la richesse matérielle, mais en revanche, tournez-vous vers la colonisation. Le destin du peuple québécois est d'abord et avant tout agricole et doit s'étendre au nord et consiste à faire rayonner la vraie foi. On va ainsi produire au Québec une quantité absolument effarante, disproportionnée de missionnaires, tant des femmes que des hommes, qui vont un peu partout en Occident devenir des religieuses en Amérique latine, des missionnaires en Afrique. Bon nombre d'ailleurs de néo-québécois, de fraîche extraction, avant d'arriver au Québec, ont d'abord rencontré des Québécois, mais avec une toge là, ou avec une coiffe de religieuse en Haïti, au Brésil ou en Colombie. C'est ainsi que l'Église tente de proposer aux Québécois une espèce de vision sublimée de son état d'infériorité locale. On aurait pu dire à l'époque, oubliez le rêve d'un pays républicain, libéral, là, mais au contraire, envisagez de manière plus vaste votre ambition au plan mondial, au plan nord-américain, où le peuple québécois aurait une vocation spéciale de missionnaire. On le voit d'ailleurs dans des édifices remarquables. La cathédrale de Montréal, Marie-Reine du Monde, sur la rue René-Lévesque, est la réplique exacte de l'église Saint-Pierre de Rome au Vatican, là. C'est quand même pas anodin que Montréal essaie ainsi de s'imaginer en nouvelle Rome, Rome des Amériques, où des missionnaires catholiques francophones du Québec iraient propager la vraie foi, renverser le capitalisme anglo-protestant et rétablir en somme la loi de Dieu sur le nouveau continent. Cette vision sublimée, elle fait cependant des victimes. Bien sûr que l'Église, puisqu'elle ritualise et encadre profondément les coutumes québécoises, va persécuter directement ou indirectement tous ceux qui ne sont pas dans le moule, là. Alors, je mentionne notamment certains, Arthur Buis, par exemple, qui est un libéral républicain qui va être persécuté, un gars brillant, un des grands auteurs du 19e siècle. Arthur Buis, que vous avez peut-être vu là dans les films des belles histoires des pays d'en haut. Arthur Buis, dis-je, va devoir rentrer dans les rangs, le secrétaire du curé Labelle. Son inspiration, sa foi et ses convictions, il va devoir les étouffer. Je vous parle de Louis-Antoine Dessaulles, qui est un républicain anticlérical, qui va être combattu, à qui qui va être excommunié et qui va devoir mourir exilé à Paris. Laurent-Olivier David, un autre rouge plutôt républicain, sceptique envers le clergé, il va devoir se rentrer dans les rangs et subir des persécutions. Il va devoir même s'exiler aux États-Unis. La même chose, Honoré Beaugrand,
d'abord rouge et radical, va devoir entrer dans les rangs et se soumettre à la loi du clergé. Émile Nilga a-t-il été l'objet de persécution? En tout cas, sa poésie parnassienne et symbolique au début du 20e siècle déplaît foncièrement au clergé. Le jeune homme ne trouvera pas d'éditeur, ne trouvera pas sa voie, et vous savez comment il finit. C'est particulièrement affligeant envers les femmes, auxquelles l'Église ne souhaite pas voir jouer un rôle plus grand dans la société. Une femme comme Ève Cirsa-Côté, journaliste brillante, une plume extraordinaire, va devoir imaginer toute sa vie écrire sous des pseudonymes masculins pour réussir à publier ses articles dans les journaux. Non, pas de mort, pas de persécution, pas d'inquisition, mais néanmoins une forme de répression morale et culturelle qui fait en sorte que les Québécois se sentent de plus en plus encadrés dans un moule étouffant voulu par l'Église qui prétend ainsi protéger la culture et l'identité. La grosse affaire du temps, c'est donc la colonisation, c'est-à-dire le développement de nouvelles régions hors de la vallée du Saint-Laurent, rendues disponibles et accessibles par le réseau de chemin de fer. Mais en attendant, c'est surtout d'abord et avant tout une vision fantasmée de la réalité. L'Église, notamment, souhaite enraciner la vocation agricole du peuple québécois et le préserver contre l'industrialisation qui défraie alors l'économie. Alors, dans ces circonstances, ce rêve-là va mener à un accroissement sensible des terres cultivées au Québec et le moment où le Québec atteint véritablement son apogée au plan géographique. Cet essor-là est d'abord rendu possible par l'accroissement du réseau ferroviaire. Il y a désormais au moins 2 grands transcontinentaux qui traversent le Québec, le plus ancien au sud, là, ce qu'on appelle le transcanadien, qui passe par Montréal, mais qui évite carrément les zones agricoles, là, qui relient essentiellement les villes. Mais il va y avoir d'autres réseaux, notamment le réseau au nord, le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, qui va permettre de desservir pour la première fois les terres agricoles sur le littoral nord. Et enfin, le national transcanadien ou transcontinental qui va relier Québec à Sudbury en Ontario en passant par la Haute-Mauricie et l'Abitibi. Je vous propose une capsule qui va permettre de faire le tour un peu des grandes étapes de l'occupation du territoire québécois. Bonjour. L'immense territoire du Québec est bien sûr très inégalement peuplé. L'écoumène, c'est-à-dire l'espace occupé sur une base permanente, s'y est surtout accru à la fin du 19e siècle et au tournant du 20e siècle. Un siècle après la fondation de la Nouvelle-France, vers 1700, seules sont peuplées les rives du fleuve Saint-Laurent et celles de quelques affluents, Richelieu, l'Assomption et Chaudière. En dépit du découpage des seigneuries, le peuplement ne s'éloigne guère de plus de quelques kilomètres du fleuve. Suite à la conquête, la Grande-Bretagne installe à compter de 1800 environ 50 000 colons anglophones en Outaouais, dans les Bois-Francs et surtout en Estrie. Durant ce temps, les francophones complètent le peuplement des rives du fleuve Saint-Laurent. À partir de 1850, la grande entreprise de colonisation vise à fonder de nouvelles régions agricoles en plein cœur du bouclier canadien, tout en profitant du nouveau réseau de chemin de fer. Surgissent alors la Gatineau, les Laurentides, la Mauricie, la Matapédia et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Isolés et pauvres, les colons abandonnent cependant assez vite la terre, préférant plutôt les chantiers forestiers ou travailler dans les mines. La colonisation se poursuit péniblement au début du 20e siècle, même si les colons profitent de l'aide de l'État désormais. Les Québécois préfèrent alors s'installer en ville ou prendre le chemin du nord-est des États-Unis. Vers 1920, l'effort est porté surtout en périphérie du Québec, vers l'Abitibi, le Témiscamingue, le nord de l'Anaudière autour de Latuc, et vers la côte nord à l'est de Bécomo. À compter de 1960, le territoire peuplé du Québec ne s'accroît plus guère, étant même à diminuer. Les nouveaux établissements concernent des projets spéciaux liés à l'exploitation des ressources naturelles, mines, pâte et papier ou installations hydroélectriques. Alors, le réseau de chemin de fer québécois va permettre d'abord la première mise en valeur importante entre 1850 et 1900, c'est l'Estrie. L'Estrie s'est déjà développée à l'époque des loyalistes, mais elle s'étend désormais jusqu'à la frontière est du Nouveau-Brunswick et des États-Unis par le développement du chemin de fer. C'est un grand succès. Des villes importantes se développent comme Sherbrooke, Magog, East Angus, Thetford Mines. Elles se développent parce qu'elles demeurent accessibles. Ce ne sont pas des régions excentriques,
Surtout, elles sont à mi-chemin entre Montréal et les États-Unis, donc à proximité de l'intense réseau de transport américain, ce qui va permettre un peuplement aisé de la région et surtout un développement rapide de son économie, qui est très rapidement diversifiée, là. Après la coupe de bois et l'agriculture, on va assister à l'essor d'usines de textiles, des usines de ferronnerie, et même de la construction aéronautique de nos jours. Toujours encore aujourd'hui, l'Estrie est une de ces régions de colonisation qui se sont intégrées de plein pied dans l'économie nord-américaine. L'exemple de l'Estrie, bien sûr, va faire des petits. Et on va développer ensuite de nouvelles régions autour de ce grand rêve de coloniser le Nord. Le rêve de la colonisation, c'est d'abord riposter à l'exode aux États-Unis. Donc, l'exode aux États-Unis, une épouvantable hémorragie qui s'étend en gros de 1850 jusque dans les années 1920, va mener au départ de près d'1 million de Québécois vers les États-Unis. D'ailleurs, les anglophones quittent aussi, là. Le Québec se vide, l'agriculture y est en retard, l'autosuffisance a fini d'épuiser les terres, l'industrialisation va faire un certain retard, ce qui fait en sorte que l'exode rural va non pas conduire les paysans de la campagne vers Montréal, mais les paysans qui directement pour les États-Unis, où ils vont être employés dans les usines textiles, les moulins à scie de la Nouvelle-Angleterre, du Michigan ou l'agriculture du Midwest, sinon la ruée vers l'or en Californie. En d'autres mots, c'est une réponse à ce drame national là, qui a fait en sorte que des millions et des millions de descendants de Québécois vivent aujourd'hui en anglais ailleurs en Amérique du Nord, qui mène à cette réponse voulue par les élites cléricales et professionnelles. Désormais, c'est possible. Le chemin de fer a rompu le monopole du transport maritime, rend accessible de nouvelles régions. On peut donc coloniser de nouvelles vallées. Des vallées, c'est-à-dire d'autres vallées agricoles qui se trouvent à l'intérieur du territoire québécois, mais qui sont pas accessibles depuis le fleuve. On pense par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Mauricie et à la lointaine Abitibi. Mais en fin de compte, c'est une lubie. L'entreprise de colonisation non seulement est mal montée, mal organisée, mais en plus, elle intéresse peu les agriculteurs qui envisagent pas très, très bien l'idée d'aller s'expatrier en plein bois, isolé de tous, pour développer des terres sur un territoire où il fait froid, où l'agriculture est peu prospère. 50 000 colons vont donc s'y rendre et très tôt, d'ailleurs, c'est la famine. Bon nombre ne quittent avant même qu'une seconde génération ait pris le relais. Dans bon nombre de régions, c'est essentiellement la coupe du bois et l'industrie, notamment l'aluminium, l'hydroélectricité, accessoirement la pêche et surtout les mines, notamment dans certaines régions, qui sauveront les colons de la famine et permettront à ces régions-là de rapidement tourner la page sur l'agriculture pour se consacrer à des activités de type industriel, mais en demeurant dans leur région. Donc, l'impact de la colonisation demeure surtout au niveau géographique. De nouvelles régions naissent. Ce qu'on appelle l'écoumène québécois double littéralement entre 1850 et 1900. Il y a désormais des Québécois installés de l'Abitibi jusqu'à la côte nord, du Témiscouata jusqu'au fin fond de la Mauricie. Jamais le Québec, même par rapport à nos jours, ne fut autant occupé en termes démographiques par une population de colons qui ouvre partout de nouvelles paroisses et partout entretiennent le rêve d'un peuple qui peut s'étendre indéfiniment vers le nord. La seconde région après l'Estrie à connaître un développement important, c'est le Saguenay. Le Saguenay, malgré sa distance, est très accessible via la rivière Saguenay, ce qui permet la colonisation d'abord de la région d'aujourd'hui de Chicoutimi-Saguenay, puis du pourtour du lac Saint-Jean, où va s'étendre une population très, très, très faible. Là, au début du 20e siècle, il y a à peine 10 000 personnes qui y vivent, mais qui a une fécondité très importante et surtout qui occupe et qui met en valeur un territoire très étendu, là, allant de, grosso modo, de Chicoutimi jusqu'à Péribonka. Cette région-là, cependant, est peu propice à l'agriculture, si bien que c'est l'industrie des pâtes et papiers et surtout de l'aluminium qui s'installe à proximité des barrages de l'Alcan et de l'Alcoa, qui va permettre à la population jusqu'à aujourd'hui de prospérer. Une autre région va ensuite faire l'objet d'attention, c'est les Laurentides. Les Laurentides, c'est une région qu'aujourd'hui on connaît à cause du tourisme, du ski, mais qui fut longtemps synonyme au Québec de la pure misère.
les histoires de Séraphin sont à peine caricaturales, tant la région est difficile d'accès, mal irriguée par des rivières rapides, là, comme la rivière Rouge ou la rivière aux Lièvres, qui ne se prêtent pas à la navigation. Et surtout, l'agriculture y est pitoyable. Il n'y a que quelques petits jardins qu'on peut développer là. Le froid, mais surtout la qualité du sol ne sont pas au rendez-vous. Alors, par conséquent, c'est le tourisme qui va permettre à cette région-là de se développer. Ironiquement, quand le curé Antoine Labelle y aménage le petit train du Nord, ça va surtout, qui visait à amener des produits, à exporter le bois, ça va surtout permettre aux skieurs montréalais d'aller sur les pentes de Mont-Tremblant ou de Saint-Sauveur. Encore aujourd'hui, les Laurentides vivent cette espèce de cohabitation étonnante entre une société qui a gardé un passé de misère, de refermement sur lui-même, et avec un tourisme de classe mondiale là, qui achète des beaux condos au pied des pentes de ski. La région qui va faire aussi l'objet d'une grande attention au tournant du 20e siècle, c'est la Mauricie. La Mauricie est en apparence accessible, est en fait difficile d'accès à cause que le Saint-Maurice est coupé de cataractes et de chutes. Il va falloir aménager le chemin de fer et surtout des barrages et des digues pour que le territoire devienne accessible. On fonde donc des villes comme Shawinigan, Grand-Mère, La Tuque, où c'est l'industrie du pâte et papier, puis d'hydroélectricité. Les premiers barrages au Québec sont installés à Shawinigan en 1898. Puis l'industrie textile, la Wabasso, notamment à Shawinigan, qui va amener la Mauricie parmi les régions les plus développées, les plus industrialisées d'Amérique du Nord. On parle du Saint-Maurice au début des années 1900 comme une des régions les plus dynamiques au plan industriel, technologique. Il règne une très, très grande diversité au plan industriel. L'économie est très développée. Les grandes entreprises américaines y sont la plupart présentes. Donc, c'est une région très, très prospère au début des années 1900. Et tout ça va s'écrouler avec la crise économique des années 30. Et au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, la Mauricie va se retrouver avec un appareil industriel désormais désuet qu'elle n'arrivera pas à renouveler, faisant que jusqu'à nos jours, Trois-Rivières est une des capitales canadiennes du chômage. La région, évidemment, qui est l'objet de toutes les attentions, on connaît depuis leur quartier, mais qui s'est jamais vraiment développée, c'est la Gaspésie. La misère, n'ayons pas peur des mots, il est endémique durant 2 siècles. La Gaspésie est essentiellement une exportatrice d'humains. Elle n'arrive pas à garder ses fils et ses filles, si bien que les Gaspésiens se retrouvent aujourd'hui à la grandeur du Québec. Donc, en Gaspésie, c'est bien sûr la pêche qui va offrir une valeur refuge pendant plusieurs siècles, mais même là, les pêcheurs vivent des conditions d'exploitation éhontées, malgré les prodigieuses richesses des grands bars. Regardez la taille moyenne de ces morues qu'on cultive encore en Gaspésie, qu'on pêche encore en Gaspésie en 1920. Un poisson parmi d'autres, tel qu'on les pêchait à bord de petites barques où les pêcheurs doivent malheureusement vendre leurs prises pour des prix dérisoires à des grandes entreprises multinationales qui vendent ensuite la morue séchée ou salée aux pays méditerranéens, notamment à l'époque. Donc, les grands bancs de morue au large de la Gaspésie vont être sacrifiés, si bien qu'aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on arrive à prendre comme morue au large de Gaspé aujourd'hui. C'est vous dire combien, dans certains cas, ce sont les ressources naturelles donc qui vont permettre à ces populations-là quand même de se maintenir. C'est le cas également en Abitibi et au Témiscamingue. 2 régions différentes qu'on confond tout le temps à cause des bulletins de météo. Alors que au nord, l'Abitibi est une région est une région minière qui va très tôt développer le long de la faille Cadillac l'exploitation de minerais extrêmement riches là, comme de cuivre et d'or. Le sud, là, le Témiscamingue, va se réfugier dans une agriculture notamment d'élevage laitier. Dans les 2 cas, c'est l'exploitation des ressources naturelles, au nord les mines, au sud la forêt, qui vont permettre à des populations de se maintenir et de prospérer jusqu'à nos jours.